Bonjour et bon début de semaine chez vous et merci de nous suivre sur APIC Télévision, l'image insoupçonnée de la RDC. L'insécurité à l'est du pays, pourquoi ça continue malgré l'état de siège installé? C'est la question à laquelle mes invités vont répondre. Comment faire du franc congolais une monnaie forte? C'est l'interrogation du président de la République à ses ministres lors du Conseil des ministres du vendredi 6 août 2021. Salva Mbele, analyste politique, Médard Chipadi, porte-parole du parti Congo Positif, et Dr Pierrot Olongo, qui est analyste politique, sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourquoi la sécurité persiste à l'est de la RDC? C'est la question que beaucoup se posent et un chercheur du groupe, au groupe plutôt d'études sur le Congo GEC, Jason Stearns, explique le pourquoi. Nous allons suivre cette vidéo que va nous présenter, va nous montrer plutôt la réalisation et ensuite nous allons revenir sur le plateau pour en débattre. Et on retrouve tout de suite Jason Stearns, chercheur au groupe d'études sur le Congo, le GEC. Bonsoir Jason, merci d'être avec nous. Alors, l'état de siège a été installé il y a 3 mois dans le Nord Kivu. Pourtant, les massacres n'ont pas diminué. Comment est-ce que vous expliquez ça? Bon, l'état de siège ne répondait pas vraiment au problème sur le terrain. L'état de siège, c'était quoi? C'était la suspension de certaines libertés civiques et c'est le déploiement des opérations militaires. Alors, les libertés civiques, c'était jamais le problème. C'était pas les libertés civiques qui ont créé l'insécurité à l'est du Congo. Et par surprise, on n'a pas vraiment constaté des grandes opérations militaires sur le terrain. Donc, je pense que l'état de siège n'était jamais une stratégie globale pour faire face aux problèmes qui sont derrière les dynamiques de conflit. On ne voit pas vraiment une stratégie politique ni une stratégie sociale, humanitaire. C'est seulement les opérations militaires, c'est seulement le remplacement avec les autorités civiles avec les autorités militaires. Donc, je pense qu'il faut revoir cette stratégie pour comprendre comment on peut faire face à toute la complexité de la violence à l'est du Congo. Alors justement, en parlant de cette complexité, dans votre dernier rapport, vous affirmez aussi que la lutte contre l'épidémie d'Ebola est devenue une partie du conflit dans l'est du pays. Pourquoi? Comment d'ailleurs? Donc, Ebola a éclaté entre 2018 et 2020, a tué plus de 2000 personnes à l'est du Congo. Et pour faire face à cette épidémie, il y avait une riposte humanitaire, le gouvernement congolais avec des partenaires internationaux. Et dans sa hâte de faire face, d'arrêter la propagation de cette maladie, cette riposte a décidé de payer les forces gouvernementales, mais aussi les groupes armés pour avoir accès, mais aussi pour mettre en œuvre les réglementations d'Ebola. Et ceci a fait de la riposte humanitaire un acteur dans le conflit. Donc, ils ont été perçus comme étant un belligérant parmi les autres. Cela a beaucoup sapé l'atout le plus important d'une intervention militaire, la confiance de la population. Cela aussi a créé, a rendu la violence un fonds de commerce. Et donc les gens, les groupes armés, mais aussi les forces gouvernementales, ont utilisé la violence pour extraire plus de ressources de cette riposte humanitaire. Merci beaucoup Jason Stern. Ce sont des conclusions qu'on peut retrouver donc dans le dernier rapport du GEC, Rebelles, médecins et marchands de violence, comment la lutte contre Ebola est devenue une partie du conflit. Voilà, c'était un élément de nos confrères de TV5, Jason Stern. Je rappelle que c'est un chercheur et qui déclare que l'état de siège ne répondait pas aux problèmes sur le terrain d'après lui. Docteur, êtes-vous de son avis? Merci beaucoup. J'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Bon, je pense que c'est son point de vue. Moi, je dirais que l'état des sièges, depuis son instauration, a quand même apporté quelques points positifs. Avant, c'était presque chaque jour, il y avait des massacres. Et on avait même des images où on nous montrait comment les gens étaient massacrés, comment les gens étaient tués, comment les gens étaient tailladés. Hein, voire, je dirais, une chirurgie à la machette. Donc, mais depuis l'instauration de l'état des sièges, on a constaté une certaine régression. Certes, on n'a pas éliminé totalement les groupes armés. Certes, on n'a pas en fini totalement avec les tueries. Mais on sent que l'état des sièges a été plus ou moins positif. Pourquoi? Parce que, si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que le massacre ont sérieusement diminué.
Et malgré cela, même si ce n'est pas encore fini... Bon, ça c'est vous qui le dites. Sur la toile, on voit beaucoup d'images. Je ne sais pas s'il faut y croire, avec des populations qui fuient leur village, avec des éléments de massacre, on dirait. Donc, je ne sais pas, quand vous parlez de diminution, c'est par rapport à quoi? Bon, j'ai dit qu'il y a une diminution parce que la plupart des images qu'on diffuse sur la toile, ce sont des images montées, des toutes pièces, parfois des anciennes images on accole avec quelques nouvelles images. Mais les informations, avant c'était à chaque fois que vous entrez sur Internet, vous voyez directement, il y a une info. Il y a autant de morts à Rutshuru, il y a autant de morts à Beni, il y a autant de morts dans telle localité. Mais ce n'est plus le cas. Peut-être vous pouvez attendre après 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous avez une information. Il y avait peut-être 5 morts dus aux ADF dans tel territoire. Ce que moi je pourrais dire ici par rapport à l'état des sièges, oui, c'est une stratégie qui a peut-être apporté 70% de la solution voulue. Mais il y a un 30% qu'il faudrait régler. Et les 30% qu'il faudrait régler ici, c'est... Je l'avais dit dans des émissions précédentes, ce sont les négociations que le chef d'État devrait faire avec la communauté internationale. Okay. Parce que tant que cette communauté internationale n'a pas encore accepté que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est un massacre, tant que cette communauté internationale ne veut pas mettre de moyens pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ces groupes armés, tant que cette communauté internationale qui nous a envoyé la MONUSCO, une force internationale qui consomme beaucoup de budget, mais dont les actions sur terrain sont presque nulles, et on le voit plus dans des exploitations de mines, ainsi de suite, ça sera difficile que nous puissions atteindre les 30% restants pour en finir totalement avec le massacre. Merci. Monsieur Salvambele, vous avez suivi l'élément avec nous. Déjà, quel est votre avis sur la question? Sur ce que ce chercheur dit par rapport à l'état de droit, l'état de siège plutôt, qui selon lui n'était pas, c'était juste, on a juste, disons, pris des autorités militaires pour les mettre à la place des autorités civiles et que ce n'était pas la solution, voilà. Oui, merci pour la parole. Et je vous remercie et puis je salue les amis avec qui nous partageons le même plateau. Et je salue aussi les téléspectateurs qui nous suivent. En fait, contrairement à mon colocataire d'en face, oui, moi, monsieur docteur Pierrot je pense que l'état des sièges est un fiasco. C'est vraiment un échec. Voilà pourquoi on est en train de le renouveler chaque 15 jours. C'est-à-dire si c'était une réussite, c'était pour 15 jours. Oui. Et après, je pense que ça, c'est peut-être 7e fois. 5e fois. Donc, on ne fait que le renouveler. Donc, pour dire qu'on n'a pas atteint l'objectif. Lorsqu'on adore, c'est-à-dire, c'était pour 15 jours. Après, fiasco, on ajoute encore 15 jours. Au résultat, il n'y avait pas de résultats escomptés. On ajoute et nous continuons. Donc, moi, je pense que la lecture a été mal faite. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Jusque-là, le bilan est mitigé, le bilan de cet état de siège. Vous l'avez entendu, oui, continuez, vous vouliez dire. Oui. Parce que j'ai dit, pour moi, je pensais que lorsqu'on avait décrété cet état de siège, on pensait qu'on devait vraiment faire de ça la priorité des priorités. Mais on a comme l'impression que la priorité est ailleurs. Parce que j'étais étonné de voir le Premier ministre dire que son bilan de 100 jours était positif. Alors que son gouvernement, l'état de siège a été proclamé à la veille d'entrer en fonction de son faux gouvernement. Et nous avons tous suivi, ils avaient dit que leur priorité était la sécurité. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé cette sécurité. Alors comment ils doivent clamer haut et fort que leur bilan est positif? Alors que non, là-bas, nous voulons voir, parce que l'état de siège, on nous avait promis la sécurité là-bas. Mais jusque-là, il n'y a rien. Jusque-là, nous ne voyons rien. Jusque-là, on continue à tuer. Vous allez voir si, de notre côté, nos soldats, le FRDC arrive à tuer peut-être 2 ou 3, mais en revanche, ils vont tuer 11. Il faut dire que depuis le début de cette guerre, l'armée nous perdons plus. C'est nous qui perdons. L'armée a perdu au moins 2000 de ses effectifs. Voilà. Beaucoup de nos compatriotes tombent, ils continuent à tomber. Donc jusque-là, la lecture a été mal faite parce qu'il n'est secret pour personne. Notre armée est infiltrée.
Alors, il fallait d'abord commencer par résoudre ces problèmes, les problèmes d'infiltration de l'armée. Parce que nous pouvons décréter l'état de siège comme nous voulons, mais si l'ennemi est aussi de notre côté, vous voyez donc, toutes nos stratégies seront dévoilées au grand jour. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui fait que jusque-là, nous n'avons pas de résultats escomptés. En tout cas, malheureusement, c'est ça. Parce que l'État, quand on parle de l'État, on voit d'abord la sécurité. L'État a été créé d'abord, c'était pour sécuriser les personnes et leurs biens, sécuriser les frontières, rendre justice. C'est ça, c'est ce qu'on appelle même les missions régaliennes de l'État. L'État a été d'abord créé sur ça. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle par la situation de non-État. C'est-à-dire, la population continue à être tuée, la population qui n'est pas forte, la population qui n'a pas quelqu'un pour lui défendre. C'est comme si c'était des gens qui n'avaient pas une autorité pour donc, faites un bilan très négatif, pas seulement de l'état des sièges, mais des efforts aussi de nos armées sur terrain. Vous pensez que rien n'est fait, puisque la population continue à être tuée? Aussi longtemps que la population continue à être tuée, nous saluons les efforts. Parce que nous avons aussi nos compatriotes qui sont dans l'armée, en tout cas, ce sont des gens aussi qui aiment ces pays, qui se battent malgré leurs conditions, mais ils se battent quand même. Nous ne pouvons pas balayer des réveils de main leurs efforts. Nous saluons leurs efforts, mais jusque-là, il n'y a pas encore de résultats escomptés. Jusque-là, la population continue à être tuée. C'est ça le problème. Médard Chipadi, porte-parole de Congo Positif, la lutte contre l'épidémie Ebola fait partie intégrante du conflit, d'après ce chercheur à l'est du pays, parce que la riposte a payé les groupes armés pour avoir accès et mettre en œuvre les réglementations d'Ebola. Les groupes armés en ont profité pour extraire plus de ressources de cette riposte humanitaire. Comment expliquer ça bien? Êtes-vous d'abord d'accord avec l'analyse de ce chercheur? Merci beaucoup, madame, pour l'invitation et je salue tous les co-débatteurs sur ce plateau. Également, je salue les gens qui nous suivent à la maison. Dès le départ, j'aimerais dire que je suis en désaccord avec cet analyste parce que nous savons comment est-ce que ces gens procèdent. Lorsque vous avez une personne qui utilise dans ses analyses ou bien dans les conclusions de ses recherches le même langage utilisé par les ennemis de la nation, il ne faut plus même accorder du crédit à ces analyses pareilles. Vous pensez que la solution viendra par exemple des Européens? Non. Le monsieur doit comprendre et apprendre que l'insécurité dans la partie est du pays a commencé avant Ebola. Les gens ont été tués avant Ebola. Donc c'est-à-dire que Ebola c'était une pandémie qui n'a rien à voir avec cela. La riposte était une stratégie justement pour pouvoir protéger ce peuple contre cette épidémie qui était arrivée. Je crois que je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Et lorsqu'il vous dit déjà que selon lui, ce n'est pas une stratégie, c'était justement pour restreindre les libertés des gens, des civils, tout ça. Bon, je vois déjà que c'est un langage politique. C'est un langage politique qui n'a rien à voir réellement avec les recherches. Il devrait nécessairement d'abord nous donner les résultats de ces recherches et qu'ils les mettent à notre disposition. Nous allons voir. Mais lorsque vous en dégagez déjà vous-même les analyses et les conclusions et vous utilisez le même langage que les ennemis du pays ou bien la partie opposante, n'est-ce pas, au pouvoir, nous pouvons déjà comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous comme carte. J'aimerais aussi rappeler aux gens que la guerre de l'Est, c'est une question profonde à laquelle il faudra aussi une réponse profonde. C'est une guerre, c'est une insécurité qui a pris tout son temps. Il faudra aussi un temps pour régler ce problème-là. Ce n'est pas un bon matin vous vous réveillez parce qu'on a lancé l'état des sièges, automatiquement il faudra qu'on mette fin à cette guerre. Non. Voilà le pourquoi Congo Positif, mon parti, avait proposé, vous vous souviendrez, sur ce plateau, je l'avais dit. Congo Positif avait proposé 5 ans, ok, pour cet état des sièges, que le parlementaire accepte au moins de nous donner 5 ans pour ce problème de l'insécurité. Parce que c'est une question très profonde qui ne demande pas 3 mois. Parce que j'entends ici les gens dire on a renouvelé la prorogation, mais ça demande du temps. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit ici que Congo Positif avait demandé qu'on donne au moins à cette armée 5 ans. N'est-ce pas? Vous imaginez les dépenses, 5 ans. Non, la sécurité oui, du pays coûte que tout ce qu'on peut
tout ce qu'on peut croire comme dépenses. Donc j'étais en train de dire qu'il y a une question profonde, il faudra aussi, n'est-ce pas, une réponse aussi profonde. Oui. Donc nous disons que le bilan jusqu'ici, je ne dis pas que le bilan serait à 100% positif, mais aujourd'hui il faut encourager les guerriers congolais, les soldats et les militaires congolais, que se sacrifient du matin au soir, quel que soit le moyen qu'ils sont maigres, n'est-ce pas, ils sont là, au front, en train de chercher à ce que la sécurité soit rétablie dans cette partie, n'est-ce pas, de l'Est. Mais je reviens à ce monsieur qui parle le chercheur Jason Stearns. Je ne connais même pas son nom. Bah, je vous le dis. Hein. Il s'appelle Jason Stearns. Écoutons un peu. Il ne faudra pas que les Occidentaux continuent à nous faire croire que notre réponse à nos questions, n'est-ce pas, doit venir d'eux. Non, qu'ils laissent les Congolais calmes. Et d'ailleurs, je l'avais dit ici, que l'état de siège tel que décrété par le chef de l'État, traduisait déjà cette concentration qui n'a jamais existé, cette volonté de pouvoir lutter contre l'insécurité qui n'avait jamais existé. Alors au-delà, parce que c'est d'ailleurs concessionnel, au-delà de cela, vous sentez aujourd'hui que les chefs de l'État, n'est-ce pas, s'imprègnent totalement de la situation, ils suivent la situation de près. Raison pour laquelle vous avez vu qu'aujourd'hui, les généraux, les colonels militaires sont arrêtés, n'est-ce pas, pour détournement des fonds des militaires. Justement. Donc, il y a une volonté, une concentration particulière, n'est-ce pas, qui n'ont jamais existé dans ce pays. Alors, que les Occidentaux, surtout les médias occidentaux, vous voulez qu'ils se taisent? Bon, pas totalement qu'ils se taisent, mais avant de parler, qu'ils aillent sur le terrain et vérifier, qu'ils ne nous amènent pas des recherches et analyses absurdes qui n'ont rien à voir avec les résultats sur le terrain. Ça veut dire même décourager les militaires qui sont au front et décourager même le chef de l'État, n'est-ce pas, qui s'est commandé du matin au soir pour pouvoir amener la solution, n'est-ce pas, au problème dans la partie est du pays. Merci. Donc, docteur Pierrot, l'état de siège était-il la solution indispensable? Votre co-débatteur vient de dire quelque chose là-dessus, à cette insécurité, quand on sait, et le président l'a même lui-même constaté sur place, qu'il y a beaucoup de magouilles au sein de l'armée. Oui, l'état de siège est l'une des parties des solutions qui étaient envisageables normalement. Et comme je l'ai dit, l'état de siège n'a pas porté les 100% de la solution. Il a porté plus ou moins 70% de la solution. Même mon co-débatteur qui est juste en face de moi ne va pas me les contredire. Certes, on est en train de prolonger parce qu'il reste un 30... Vous l'avez entendu, il a dit que c'est un fiasco. C'est pas un fiasco parce que quand déjà vous avez fait un 70% à l'école, vous êtes déjà... vous distinguez déjà. Vous avez déjà distingué. C'est une distinction pour l'état des sièges. Je pense que l'état des sièges a distingué. Et vu qu'il a distingué, mais il lui reste 30% à compléter par rapport à ces 70% pour que ça fasse 100%. Et les 30%, comme je suis en train de l'insister, certes, il y a de la mafia à l'intérieur de l'armée. Mais la grande question qu'on doit se poser ici, c'est qui finance ces groupes armés? Parce que les groupes armés ne vivent pas comme ça. Qui finance ces groupes armés? Et le monsieur, celui qui a fait le reportage, nous a apporté une partie de la réponse. Parce que déjà, l'OMS, la riposte d'Ebola, qui finance ça? C'est l'OMS. Déjà ce qu'il a dit, la riposte d'Ebola a favorisé cette insécurité. Voilà, je pense que ici, la population de Goma, la population du Nord Kivu, la population de Beni, se sont insurgés contre la MONUSCO, contre ces ONG qui sont allés polluer l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que la population a constaté que la présence de ces ONG, de ces organisations, contribue en grande partie dans le financement de ces groupes armés, contribue en grande partie dans la corruption même de nos généraux, de certains généraux, je dois dire, ce qui favorise un peu la mafia. Alors, on nous a créé une sorte de moi, je parle pas de l'ADF, c'est pas une rébellion, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme tout pur et simple. Donc, les ADF sont des terroristes. Ok, et les terroristes, si vous faites un peu vos analyses, vous allez vous rendre compte que
ils sont toujours financés quelque part. Oui, et ils agissent toujours de manière très spectaculaire. Voilà, c'est comme ça. Et on n'en finit pas directement d'un jour à l'autre avec le terrorisme. Il y a beaucoup de choses, il y a des négociations, il y a peut-être des avantages à accorder à certains et à ne pas accorder à d'autres. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Alors, pour continuer dans ma lancée, je dirais ceci, que dans les 30% qui nous restent, que le président de la République et le gouvernement s'attellent à négocier avec la communauté internationale. Parce que... Mais c'est pas ce qui est déjà fait avec Félix Tshisekedi, sa diplomatie. Les négociations, ça vient pas directement comme ça et puis on a directement de réponses. Parce que les négociations, ça va mollo. L'état de siège a fait les 70%, on doit garder l'état des sièges, et puis on cherche à avoir les 30% restants en négociant avec, parce que Kagame dans son fameux interview l'avait dit, qu'il pouvait instaurer l'état des sièges, mais si vous n'avez pas encore réglé le problème de fond, cela ne va pas changer, parce qu'après l'état des sièges, les massacres vont continuer. Et les problèmes de fond ici, Kagame l'a démontré, il a dit que c'est la communauté internationale. Alors, il faudrait négocier avec ces communautés internationales, il faudrait négocier avec ces grandes puissances et trouver un compromis par rapport à ce qu'eux gagnent. Oui. Hein? Parce qu'il y a toujours des gens qui gagnent par rapport à ça. Bien sûr. Alors, on doit trouver un compromis, je ne sais pas, une négociation des gagnants-gagnants, soit je ne sais comment. Et puis, par après, avec ça, vous allez voir que le massacre à l'Est vont se terminer. Alors, nous avons un autre politique, hein, c'est le président national du parti Nouvel Élan, donc de la coalition Lamuka, Adolphe Muzitu, qui estime qu'il fallait fermer les frontières pour en finir avec cette insécurité. Nous allons le suivre dans cet élément. Basala qui état de siège nandenge ke bitumba ici là, batu bakufa sute. Nzokande batu bazo kufa koleka susu ebele. État de siège toyebi que ba voisin nde baza koyela biso ba problème ezala Uganda ezala Rwanda. Tango to sali état de siège au minimum il fallait to kanga ba frontière. Eza bongo te? Botiki ba frontière. Bolobi état de siège. Bopesi responsabilité ya gestion ya mboka ya ba province wana na ba militaire. Résultat toyebi yango batu baza kokufa kutuko ebele bitumbezo yaka. Est-ce que ba kokoka yango? Merci beaucoup. Donc, conclusion, tu peux tirer un état de siège. N'est pas à prolonger en Wezati, Natea, aussi le Sambongo. Au lieu d'orienter Mbongo, on a nion sona, au Italie, sécurité na armée, bazo sala yangote. Armée na bisope ezali infiltré. Équipement eza malamuté. Kolia a soda et a malamuté. Monsieur Salva Mbele, fermer les frontières parce que ce sont les voisins qui nous emmènent des problèmes. Ça, c'est le président du Nouvel Élan qui le dit. Vrai ou faux? Je ne dirais pas faux, je ne dirais pas non plus vrai. Mi-figue, mi-raisin. C'est son point de vue. Je pense que c'est une analyse fondée, vu les résultats sur le terrain. Mais j'aimerais d'abord demander à mon ami, à mon co-débatteur d'enfance. Docteur Pierrot Olongo. Docteur Pierrot. Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire, sur base de quoi vous vous basez pour dire que nous, l'état de siège a fait 70%? Sur base de quoi? Vous avez un appareil qui mesure les résultats de cet état de siège. Comment est-ce que tu as fait? Par quelle alchimie tu as pu nous donner ces pourcentages? Je ne sais pas si tu peux nous répondre, même si je n'ai pas qualité pour vous poser la question. Mais je sais si vous pouvez être élégant. Je ne sais pas si vous pouvez être élégant. Vous lui permettez de répondre maintenant? Oui. Okay. Pour qu'on avance. Je pense que je répondrai aussi à une question. Ok. Vous pouvez nous dire, depuis l'instauration de l'état de siège, le nombre de morts dus aux ADF et les différentes localités. Parce qu'avant, on connaissait, non? Il y a dans telle localité, il y a autant de morts, dans telle localité, il y a autant. On avait même des vidéos. Et aujourd'hui, si vous pouvez nous dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous donner ne fût-ce que le pourcentage du nombre de décès depuis l'instauration de l'état de siège.
Ah bon, je comprends. Parce que si vous faites cette analyse par rapport à ce qui était avant, ok, et par rapport à ce qui est aujourd'hui. Non, je comprends d'abord son ignorance par vous rapport à allez vous rendre compte qu'il y a une grande amélioration. Nous ne souvent faut pas dire des choses. Nous ne souvent pas dire des choses parce que vous avez besoin de les dire. Des familles qui clairent les lairs du jour. Donc je peux dire chaque semaine au moins. Tu vois, moi, nous sommes parmi les gens qui avaient perdu. Parce que moi, j'ai perdu Donnez-nous les statistiques depuis l'instauration avant, c'était comment et aujourd'hui, c'est comment. Nous sommes proches des familles, des militaires qui sont là au front. D'ailleurs, nous avons perdu les nôtres, qui est là-bas, qui étaient là-bas en Ituri. Donc, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des officiers qui sont tués presque chaque semaine. Il y a des gens qui sont, il y a des villages qui sont endeuillés chaque semaine. Si alors toi, tu vas nous dire que vous êtes suffisamment informé, moi, je ne viens pas. Le pourcentage. Non, moi, je voulais juste te dire que tu n'es pas honnête. Parce que vous êtes suffisamment informé. C'est à vous de nous donner le pourcentage du nombre de décès. C'est moi qui ai la parole. Je vous l'avais cédé, mais là, je reprends la parole. Oui, c'est moi qui ai la parole pour l'instant. Moi, je pense que vous n'êtes pas honnête. Et c'est malhonnête de votre part de nous amener des chiffres. Lorsqu'on parle des chiffres, en tout cas, on ne triche pas. Il ne faut pas venir tâtonner. Tu vois, quand vous tâtonnez, c'est bon. Mais quand vous venez 70%, c'est base de quoi? C'est base de tes imaginations. Tu veux te faire plaisir, je ne sais pas, tu veux te consoler. C'est faux. 70%, c'est faux. Si on était en 70%, aujourd'hui, on n'allait plus, on serait plus à l'état. C'est que cet état de siège coûte à l'État. Non. Non, nous devons être sérieux. Les résultats, c'est même si vous posez cette question au chef de l'État, il va vous dire que c'est 70% là, c'est imaginaire. Même lui, je ne pense pas qu'il va dire que c'est 70%. Parce que c'est chaque jour qu'il se plaint. Donc oui, nous, on a compris ce que vous avez dit. Donc ce n'est pas une réussite. Moi, je ne donnerai pas de pourcentage. Oui, vous avez dit que vous n'avez pas de fiasco déjà. Je ne donnerai pas de pourcentage fixe parce que je n'ai pas un appareil qui peut calculer. Alors, fermer les frontières, était-ce. Je voulais aussi répondre à M. Médard. M. Médard avec son parti politique, Congo Positif, qui pense que. Il faut 5 ans d'état de siège. Oui. Je ne sais pas si dans leur parti politique, ils se sont décidés de ne pas respecter les lois de la République. Et je ne sais pas comment est-ce que, soit ils ne lisent pas des lois de la République. La Constitution dit 15 jours renouvelables. Vous venez avec les 5 ans. 5 ans pourquoi? L'état de siège, c'est une situation d'exception. 5 ans, mais c'est une habitude. Là, même les ennemis. Est-ce qu'ils vont encore nous prendre au sérieux? Mais alors, si après la 5e prorogation, nous allons à la 6e, 7e, et que cela prend tout le mandat du président actuel. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut envisager d'autres solutions. Il faut envisager d'autres stratégies. Cette stratégie était salutaire. Malheureusement, elle a échoué. Oui. Elle a échoué. Il faut envisager d'autres. Il ne faut pas. Les stratégies militaires de Fondon, ce sont des secrets qu'on ne dévoile pas. Vous voyez, l'état de siège, ils savent maintenant. Eux aussi, ils se préparent en conséquence, non? Donc, quand vous dites c'est les ADF. Non, je parle des ennemis. Ah, oui, des ennemis. Oui, ce sont des ADF. Oui, les ADF. D'ailleurs, on a même du mal à les identifier. On dit toujours les présumés ADF, les présumés. Donc, jusque-là, on a même du mal à identifier notre ennemi. Parce qu'on n'est pas dans une guerre classique. Alors, fermer les frontières, c'était une solution? Je pense que c'est l'une des solutions. Fermer les frontières, c'est l'une des solutions. Bon, pas fermer vraiment, fermer les frontières, mais moi, je pense que renforcer la sécurité. Aux frontières. Renforcer la sécurité au niveau des frontières. Il faut vraiment qu'il y ait qu'on renforce des conditions même pour... comment dire? Mais vous dites vous-même que les ADF, on ne sait pas les reconnaître. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi infiltrer nos territoires. Ils ne viendront pas sous leur casquette de ADF pour entrer dans le territoire congolais. C'est l'échec de nos services de sécurité, de nos services de renseignement aussi. Ce sont des qui devaient aussi aider l'État. Parce que nous, quand c'est échec, ce n'est pas à nous. Parce qu'il y a des gens qui sont engagés pour ça. Vous voyez, il y a des gens qui doivent nous donner des informations claires, juste pour dire que non, tel groupe, ce sont des ADF. Quand c'est lui qu'on a arrêté, il est de l'ADF. Celui-là, il est de Maïmaï. Donc, nous devons comprendre, nous devons savoir. Si nous n'arrivons pas à identifier notre ennemi, c'est difficile. Comment on peut se battre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec un ennemi qu'on ignore?
et on espère gagner cette bataille. C'est déjà perdu d'avance. Nous devons d'abord commencer par là. Nous devons avoir le courage de dire que l'état de siège a échoué et envisageons d'autres stratégies. Et même les stratégies militaires, on ne peut pas les dévoiler, mais du moins, le chef de l'État, je pense que lui-même, il est conscient. Il avait déploré même les comportements de l'armée quand il était là-bas. Il a vu que non, il y a en tout cas des magouilles, une sorte de bourgeoisie administrative au niveau de l'armée. Les gens s'enrichissent, les généraux. Puis on a beaucoup de généraux pour rien. Nous sommes dans un état où c'est difficile pour nous de gagner des guerres, mais nous avons des généraux, beaucoup de généraux pour rien. Alors que les généraux, ce sont des gens qui ont été primés après avoir remporté des guerres et des guerres. Mais pourquoi on doit avoir tous ces généraux-là qui coûtent cher à la République, qui continuent à détourner, à dilapider l'argent des trésors publics, alors que l'argent est destiné pour sécuriser cette partie de la République? Merci. Médard Tchipadi, votre co-débatteur d'en face, a balayé tout ce que vous avez dit d'un revers de main. Votre histoire de 5 ans, il dit que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas, c'est anticonstitutionnel. La guerre à l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas eu à la terminer. Alors pourquoi jusque-là une solution miracle, une panacée n'a pas encore été trouvée? Merci beaucoup. Oui. Je reprends. Je veux rappeler à mon co-débatteur que j'ai lu la Constitution presque tous les jours. Si vous venez chez moi, vous allez me trouver avec, je crois, plusieurs livres. Je suis un bon lecteur. Ça veut dire que je reste étudiant à vie. Donc, je ne sais pas si votre réflexion est tellement limitée ou quoi. Je m'excuse pour le mot. Lorsque le Congo Positif propose 5 ans, ok? Le cas d'exception n'a rien à voir avec les temps. Le cas d'exception, c'est par rapport à la décision qui doit être prise pour trouver la solution. C'est ça l'exception. Si l'état de siège est une exception, ça n'a rien à voir avec les temps. Et le mécanisme, je l'avais dit ici, que Congo Positif a proposé 5 ans pour que les parlementaires, n'est-ce pas, en saisissent cette occasion de revoir la disposition constitutionnelle et pouvoir proposer à cet état de siège au moins 5 ans. Et ça, d'ailleurs, vous savez que les parlementaires sont en vacances. Et vous imaginez que si le bureau ne pouvait pas statuer le cas et qu'on convoquait encore une session extraordinaire, ça allait encore coûter combien à la République? Nous allons des prorogations à prorogation et qui demandent encore nécessairement l'administration encore de moyens. Et demain, les parlementaires vont rentrer, la rentrée parlementaire bientôt, et ça veut dire qu'ils vont continuer toujours à proroger. Bah c'est là vous le rejoignez quand il dit que c'est anticonstitutionnel, oui, si le président prenait cette décision comme ça. Mais nous n'avons pas posé cette décision au président, mais nous avons proposé cette décision aux parlementaires qui doivent légiférer. Ça veut dire changer cette disposition. Il y a un mécanisme qui prévoit. Ce n'est pas une disposition verrouillée. Nous ne disons pas qu'on doit porter ça comme ça. Non, c'est une disposition qui a été proposée aux parlementaires de revoir cette constitution afin de pouvoir, parce que nous sommes dans vous l'avez bien soulevé, c'est un cas d'exception. Alors, il y a une question profonde. Mon cher ami, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de savoir quelle est la profondeur, n'est-ce pas, de l'insécurité dans la partie Est. Et madame, je l'ai dit, pourquoi tous les gouvernements qui se sont succédés dans ce pays n'arrivent pas à mettre fin à cette situation? Ça veut dire qu'il y a une question qui... Oui, et surtout la question, pourquoi est-ce que vous imputez un échec total à ce gouvernement ici de Sama Lukonde? C'est à lui que je... Oui, je sais. C'est le gouvernement qui a décrété l'état de siège, c'est ça. On parle de l'état de siège. L'échec, c'est le gouvernement des Warriors. Donc, ce sont eux qui doivent endosser la responsabilité. Apaisez-vous. De tous les gouvernements qui sont passés, il n'y a jamais eu un gouvernement qui a un accent de concentration sur ce problème comme celui-ci. Vous sentez que 10 jours au jour, le chef de l'État en parle. Ok? Et le Premier ministre aussi en parle. Il n'y a jamais eu. Lorsqu'on a parlé de l'état de siège, ce n'était pas pour rien. C'est parce qu'on a compris qu'il y a la profondeur. Il faut y aller. Il faut trouver une réponse aussi profonde. Il ne faut pas nous amener... Lorsque vous dites qu'on tue chaque jour, chaque semaine, je vais vous dire une vérité. Aujourd'hui, les rebelles n'opèrent plus comme ils opéraient auparavant. Et aujourd'hui, les rebelles ont tendance, n'est-ce pas, à tuer les otages et venir maintenant jeter les corps dans les villages. Si vous ne savez pas, je vous informe.
Et ne vous contentez pas des images, ok, qui passent sur les réseaux sociaux. Ce sont des images montées, comme venait de le dire mon ami. Je vous dis, je cite ici, un des adeptes d'Henri Mobasakane. Ok, je suis avec lui dans le groupe. J'étais surpris un jour, il a pris les vidéos, n'est-ce pas, de 2006. Et il a rebalancé ces vidéos-là pour dire qu'on a massacré. Heureusement que j'étais trop vigilant. Je lui ai rappelé à la raison. Donc ne suivez pas les réseaux sociaux, je connais ce qui se passe. Mais lui parle, okay. Il a perdu un parent sur place. Écoutez, quand est-ce qu'il a perdu ce parent? Moi, ma grand-mère, n'est-ce pas, est à Goma. Ne vous en faites pas. Nous avons aussi des familles là-bas. Mon oncle est là, Nitouri. Ne vous en faites pas, cher ami. La guerre n'est pas à Goma, la guerre est à Beni. Écoutez. Goma, c'est une ville où il y a la paix. Il y a la paix à Goma. Il ne faut pas confondre les choses. Nord Kivu n'est pas Goma. Il ne faut pas confondre les choses. Quand on parle de Nord Kivu, l'accès est mis beaucoup plus sérieux. Beni. Voilà. Soyez élégant, s'il vous plaît. Oui, c'était juste pour un recadrage. Je vous dis ceci. Il n'y a pas de recadrage. Je vous dis ceci. Je parle de la partie est de la RDC en général. Ok? Je vous dis que nous avons aussi, ok? Je vous informe que le porte-parole de l'armée à Beni, le lieutenant Gilles Ngongo, c'est mon ami. Ok? Nous avons étudié ensemble. Il fait partie de ma promotion, de mon option encore à l'université de Kinshasa. Ça veut dire que nous avons des informations du jour au jour. Arrêtez un peu de venir à la télé et rencontrer des choses, n'est-ce pas, pour lesquelles vous n'avez pas de maîtrise ou encore vous n'avez pas des informations. Je vous dis qu'aujourd'hui, les rebelles n'opèrent plus. Le folklore que vous amenez à la télé, surtout les gens de nos frères de l'Amouka, nos frères du FCC, apparemment, c'est comme si vous êtes en train de créer un échec. Hein? Mais vous créez un échec qui serait artificiel, mais qui n'existe pas. Vous comprenez? Si je connais M. Félix, Antoine Tshisekedi, le président de la République, ok, c'est un monsieur franc. Si dans cette affaire, l'échec était déjà là total, il n'allait pas continuer à proroger. Continuer à demander la prorogation. Je reviens à M. Mouzito, parce que vous ne m'avez pas posé cette question. Je dois répondre là-dessus. Bon, non, oui, faites-le rapidement. Il y a le temps de parole qui doit être respecté. Je ne peux pas permettre, moi, qui a un parcours de combattants dans ce pays, ok, je suis parmi les jeunes leaders de ce pays. Oui. Un monsieur que moi j'ai connu qui a été Premier ministre et qui n'avait absolument rien proposé. Il était chef du gouvernement. Il n'avait rien proposé pour la situation, n'est-ce pas, de l'Est du pays. Il est venu au gouvernement, il a trouvé l'insécurité, il est parti, il avait trouvé l'insécurité. Si vous prenez le bilan, parce que vous parlez des statistiques, ok, prenez les statistiques des morts avant l'arrivée des Fathi au pouvoir, ok, et maintenant, vous allez voir qu'il y a une diminution. Ça, ce n'est même pas à contredire. Fermer les frontières, j'ai dit à M. Mouzito que nécessairement, ce n'est pas une meilleure solution. Vous allez fermer les frontières à combien de pays? 9 voisins? Je ne pense pas. Okay? Le problème, et surtout les échanges commerciaux avec les pays frontaliers. La RDC n'est même pas un pays qui produit localement. Lorsque vous fermez ces frontières avec la Zambie, Tanzanie... L'état des sièges, c'est une situation d'exception. Nous voulons d'abord la paix, le reste après. Concluez, s'il vous plaît, monsieur. D'exception. On ne va pas organiser des choses pour vous satisfaire, vous les politiciens. Les chefs de l'État organisent les choses pour amener la sécurité. Moi, je crois... Peut-être que la meilleure des choses serait d'encercler peut-être, n'est-ce pas, ces rebelles. Ok? Mais pas fermer les frontières parce que ces populations-là qui vivent dans la partie Est doivent aussi se ravitailler. Ils doivent manger, ils doivent aussi boire comme vous qui êtes à Kinshasa. Merci. Alors que M. Mouzito... et ses apaisements. Arrête un peu de lutter parce qu'il était chef du gouvernement. Oui. Il n'avait rien à amener comme solution, à part les maisons qu'il lui avait achetées. Il n'avait rien à amener comme solution. Ok, merci. Le président de la République, Dr Pierrot, a appelé les membres du gouvernement à une cohésion nationale autour de cet état de siège. Chaque ministre devrait présenter une feuille de route pour chacun, dans son secteur, pour fournir des objectifs concrets, donc en rapport avec la situation de l'Est. Moi, ma question, c'est de savoir, doit-on comprendre par là que le président Félix prévoit d'autres solutions? Vous l'avez dit tantôt qu'il restait des solutions, prévoit d'autres solutions en dehors de l'état de siège à l'avenir. Oui, je pense que le président est en train de prévoir d'autres solutions. Et dans le gouvernement, on a à peu près 25 ou quelques des ministres. Et si chaque ministre apporte ne fût-ce qu'une idée, une proposition, une des solutions
pour pouvoir permettre à l'état des sièges d'atteindre les 100%. Et je suis en train d'insister. Sur les 70-30. Voilà. Je suis en train d'insister que l'état des sièges a apporté 70% de la solution. Il ne nous reste que 30%. Oui. Et dans ces 30%, je viens de donner une piste de solution qui est celui de négocier avec la communauté internationale, avec les multinationales. Parce que c'est eux qui exploitent, c'est eux qui financent même ces rebelles-là. Parce que si vous suivez très bien, vous allez vous rendre compte que nous sommes vraiment en train de soupçonner une mainmise de ces multinationales dans le financement de rebelles pour continuer à exploiter nos ressources. Alors, j'aimerais dire à mon co-débatteur pour répondre. Monsieur Salva. Voilà, Monsieur Salva. J'aimerais vous dire ceci. Je pense que la plupart des rapports sur les massacres à l'Est provenaient soit de vidéos envoyées par les ADF eux-mêmes, et d'autres provenaient de nos députés nationaux originaires de ces différents territoires. C'est à vous maintenant de me brandir quel est le député national ou provincial qui nous a dit qu'il y a autant de morts dans telle localité. Je sais que si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas 2 mois passés, j'ai entendu il y avait 5 morts, combien 10, hein? Entre 10 ou 11 morts comme ça, à Rutshuru. Voilà, 17 morts à Rutshuru. Et depuis lors, je n'ai pas encore entendu autre chose. Quand je dis qu'il y a eu amélioration, c'est par rapport à ce que nous avions comme information. Et ce que nous avons comme information hier et ce que nous avons comme information aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une certaine amélioration. Vous ne pouvez pas dire que c'est un échec total, non. Il faudrait plutôt dire que bon, il y a eu des améliorations, ok, mais nous sommes appelés maintenant à chercher d'autres solutions pour que nous puissions atteindre l'objectif fixé. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire avec cette demande qu'il a fait au ministre pour essayer un peu de proposer chacun dans son secteur. Voilà, essayer un peu de proposer différentes solutions. Et moi, la solution que j'ai proposée, c'est il faut prendre langue avec tous ceux qui exploitent nos richesses. Mais quelque part, docteur, quand vous dites négocier avec ceux qui nous pillent, quelque part, ce n'est pas, on va dire, une position de faiblesse pour nous. Ça veut dire que notre armée ne sait pas mettre fin d'elle-même à cette guerre-là, puisqu'il faut négocier avec l'ennemi. Puisque c'est eux qui financent. Donc, moi, je me pose la question, comment on va encore aller négocier avec ceux qui nous pillent? Je pense qu'on doit négocier avec eux. Pourquoi? Parce qu'on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et celui qui est plus riche que toi ne te ressemble pas. Donc ça veut juste dire que ces gens, ils ont le moyen, ils ont l'argent. Alors ils ont besoin, par exemple, ils ont besoin du coltan pour faire leurs affaires, ils ont besoin de ceci, de cela. Alors pour pouvoir arriver à ces fins-là, je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, il y a un rapport qui a été fourni qui disait que ces multinationales achètent les minéraux auprès de rebelles à un prix trop bas. Oui. Vous voyez? Par exemple, s'ils viennent négocier avec le gouvernement dit que, par exemple, pour tel minéraux, vous devriez nous donner, par exemple, 50%. Ils arrivent chez les rebelles disent non, avec 15%, ça peut nous suffire. Et l'État congolais dira quoi dans ce sens-là? L'État congolais ne voudra pas revoir au rabais sa richesse quand même. C'est une question de négociation. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait négocier, reparler, ainsi de suite, et enfin que chacun puisse trouver son gain de cause. Parce que sinon, si nous ne faisons pas un pas de ces côtés-là, ça sera difficile. On peut tout faire. On peut mettre, je ne sais quoi, l'état des sièges, on change, on ferme les frontières telles qu'est proposé par M. Mouzitou. La situation ne va pas changer. Elle va rester la même. Il y aura toujours des petites tueries. Les terrorismes, là, sera toujours là. Je vais juste te donner un exemple. Quand la communauté internationale décide sur la fin d'une guerre, elle finit. C'est ce qui s'est passé en Angola. Et je pense que Eduardo a pris le temps de bien négocier avec la communauté internationale. On a mis fin avec Savimbi et aujourd'hui l'Angola est en paix. Maintenant, il faudrait qu'on puisse trouver certains mécanismes qui puissent permettre à ce qu'il y ait plus ces massacres. Et je pense qu'avant la fin, j'ai la foi et je crois bien qu'avant la fin du mandat du président Félix, on aura déjà mis fin à cette insécurité à l'Est. Que pensez-vous de sa solution? Négocier avec ceux qui nous
qui payent ceux qui massacrent nos populations parce que ce sont les plus forts. Bon, je ne sais pas comment. Ou bien proposer autre chose. En tant que vous êtes congolais, je suis congolaise, on est tous congolais sur ce plateau ici. Oui. On veut que nos frères cessent de mourir sous la machette. C'est notre vœu, c'est notre souhait le plus ardent. Donc, c'est que nous disons, si nous fustigeons les résultats que produit cet état de siège, c'est parce que nous voulons mieux. C'est parce que nous voulons que les choses aillent mieux. Nous voulons que le pays soit pacifié. Parce que lorsque nous sommes dans un état de sécurité comme ça, l'autorité de l'État est aussi affaiblie. Vous voyez, quand l'autorité de l'État est affaiblie, il y a toujours l'instabilité et puis le développement ne va pas arriver. Parce que pour qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait la paix. Donc nous avons intérêt à vouloir la paix. Nous avons intérêt à mobiliser toutes les énergies pour que la paix revienne dans notre pays. Mais il ne faut pas aussi s'autosatisfaire comme les amis le font. Ouais. Et les amis racontent leur vie, ils parlent de 70%, alors que les gens meurent là-bas et ça fait mal. Quand ça fait mal, même si nos frères qui sont là-bas sur place t'entendent parler de 70%, ils peuvent même te lapider. Lâcher, hein. Oui. Parce qu'ils savent c'est ce qu'ils vivent là-bas. Il ne faut pas venir raconter ta vie ici. Si alors, mettez-vous à la place d'un des ministres. Par la foi, là, je te le concède. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Alors, mettez-vous à la place d'un des ministres du gouvernement Warriors à qui on dit de présenter une feuille de route. Vous mettrez à la place duquel et quelle est la solution? Moi, je me pose la question, quelle réalité dont il est en train de parler? Parce que nous tous sommes ici à Kin. Toi, tu vis quelle réalité? Présente-nous cette réalité. Les chefs de l'État. Non, moi je te parle des histoires que tu ignores. Alors que toi tu viens raconter ta vie. On est à la télé ici. Non. Il faudrait que tu puisses nous montrer, nous donner des preuves. C'est comme on a demandé à la Descholé de brandir des preuves qui lient par exemple Kadima au président Félix. Il ne l'a pas donné. C'est à toi de nous présenter des preuves, de nous présenter des données qui prouvent que l'état des sièges n'a pas produit un résultat escompté. Comme on n'en a pas, on va passer aux solutions directement. Une façon d'aider notre je vais d'abord te prouver que l'état des sièges n'a pas produit les résultats escomptés. Et il a été proclamé pour 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 40e jour. Au 5e état. Donc ça fait 5 fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultats escomptés. S'il y avait les résultats escomptés, on mettrait fin à cet état de siège. Là, c'est un élément de détail. Tu fais encore quoi? Toi, tu viens nous raconter ta vie. Moi, je te parle des réalités. Bon, okay, c'est ça la différence. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a une certaine amélioration. Je ne suis pas dans les incantations comme toi. Voilà. Moi, je suis dans les solutions. Okay. Ici, il s'agit de proposer des solutions parce que la situation est grave. L'air est grave. Vous voyez? Oui, déjà, est grave. le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est aussi très diplomate, tu vois. Voilà. Il n'a pas décréter l'état des sièges directement. Oui. Il a eu des pourparlers, en tout cas, il y a eu des émissaires qui sont allés jusqu'à ce qu'il a vu que la diplomatie ne paye pas. Voilà pourquoi il a prêté le chemin de la dissuasion. Vous voyez? Parce que ce n'était pas qu'il s'est réveillé un bon matin et dire que nous allons attaquer. Non. Il a aussi essayé de négocier. Les négociations ont échoué. La solution pour nous, c'est d'abord d'avoir une armée forte, une armée républicaine, une armée dissuasive. Une armée capable de bien sécuriser nos frontières. Et pour ça, il faut une politique par rapport à ça. Ça ne se décrète pas. Parce que nous avons déjà, tout le monde connaît, nous avons des infiltrés dans notre armée. Il faut d'abord assainir ces milliers. Il faut d'abord savoir qui fait quoi dans cette armée. Il faut bâtir une armée républicaine. Pour bâtir une armée républicaine, ce n'est pas par les incantations ou des intentions d'échapper des bonnes intentions. Il faut les former. En fait, à un certain moment, on doit dire que non, nous devons mettre fin à ça. Alors, pour mettre fin à tout ça, nous devons maintenant former nos frères. Nous devons former une armée qui sera capable de bouter l'ennemi dehors. Parce que quand nous ne sommes pas, aucun État n'a reçu mandat pour développer l'autre. Vous voyez? Et ce n'est pas que non, le Rwanda qui peut nous proposer la solution. Cette situation, si ça arrange la communauté internationale, comment toi tu penses que la communauté internationale mettra fin à ça? Et cette communauté internationale, c'est quoi? Il parle de négociation. Négociation, oui. Négociation avec qui? La communauté internationale, c'est qui représente la communauté internationale?
Il va vous parler des sociétés multinationales, il va te parler des pays qui ont leurs intérêts. Non, c'est tout un imbroglio. Alors, il faut que nous puissions d'abord être capables de nous faire respecter. À ce moment-là, nous allons négocier à une situation de force. Okay. Mais quand nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles, déjà, sur le terrain, on n'arrive pas à produire des résultats. Sur le terrain, on nous bat. Et après, dans une table de négociation, nous aurons à parler. Non. Parce que même si on n'arrive pas à trouver des solutions, ils savent que sur le terrain, ils vont nous battre. Nous devons d'abord avoir une armée forte. Aujourd'hui, nous sommes capables de grimacer d'autres pays voisins. Nous sommes capables aussi de dissuader les rebelles. Nous sommes capables de les bouter dehors. Nous sommes capables de bien sécuriser nos frontières. Parce que je l'avais dit ici tantôt que l'une des missions régaliennes de l'État, c'est la sécurité des frontières. La sécurité voilà, la sécurité des frontières. Donc, si nous n'arrivons pas à sécuriser nos propres frontières, à quoi nous sommes État? Nous ne sommes pas un État. L'État ne pleurniche pas, l'État agit. Il ne faut pas chercher à faire, à négocier avec les gens qui se retrouvent déjà, qui trouvent leur compte dans cette situation. Nous devons agir, nous devons construire une armée forte. Médard Tchipadi, assainir l'armée, c'est la solution de Salva Mbele, mais comment assainir cette armée avec nos militaires qui se plaignent de leur solde, tous ces fictifs dans l'armée qui profitent juste aux généraux, aux dirigeants de cette armée-là? Comment assainir cette armée pour la rendre forte? Et votre solution aussi pour mettre fin à cette guerre? Merci beaucoup, madame. Encore, je me rappelle à mon ami que le fait de projet ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultats. Oui. Okay? Même si ces résultats n'ont pas été à 100% satisfaisants, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des résultats qui soient bons. C'est justement que le chef de l'État, okay, a voulu se conformer à la disposition constitutionnelle qui parle de 15 jours. Vous comprenez? Si le chef de l'État nous avait entendu, bien le Parlement nous avait entendu comme positif. Vous n'avez pas de bonnes solutions. On ne peut pas vous attendre avec des propositions qui ne tiennent pas debout. C'est son temps de parole. Laissez-le. Il vous a suivi religieusement. En matière de stratégie, oui. Une stratégie, n'est-ce pas, est déclarée mauvaise juste à la fin, ou bonne juste à la fin. Attendez le résultat. Les promises sont fausses. On connaît, on peut deviner soyez apaisés. Soyez apaisés. Lorsque vous parlez, moi je ne parle pas. Laissez-moi vous exprimer. Ça veut dire que le chef de l'État, n'est-ce pas, n'a pas demandé la prorogation justement pour demander. Lui-même est conscient que les 15 jours, la prorogation, n'est-ce pas, sont insignifiants par rapport à la guerre, n'est-ce pas, de l'Est. Je continue à le dire ici, que si le Parlement nous avait entendu, nous, Congo Positif, de pouvoir changer cette disposition, n'est-ce pas, de nous donner au moins 5 ans pour se concentrer sur cette affaire. À part ces 5 ans que vous proposez, il n'y aurait pas eu de prorogation encore. On parle de prorogation, c'est parce que, ok, on devrait nécessairement se conformer à cette disposition constitutionnelle. Mon ami vient de dire, le docteur vient de dire qu'il faut négocier avec des rebelles. Je serais d'accord. Pas avec les rebelles. Avec la communauté. Non, ceux qui financent, mais ceux qui financent sont des rebelles aussi. Je vous dis, le rebelle n'est pas seulement celui qui a une arme, qui a une arme entre ses mains. Okay? Mais le commanditaire, d'ailleurs, c'est le premier rebelle. Je crois que c'est en ces termes-là qu'il faudra maintenant parler. Est-ce que vous avez déjà entendu la France négocier avec les gens qui viennent traumatiser la sécurité en France? Vous avez déjà entendu les États-Unis négocier avec Al-Qaïda? En aucune fois. Et pourquoi nous, Congolais, devrions-nous négocier avec ces gens qui viennent pour piller nos ressources? Non. Je suis contre cet aspect des choses, de pouvoir négocier avec ces gens. D'abord, qui n'ont pas voulu venir chercher, gagner ce marché de gré à gré chez nous, mais ces gens qui ont voulu peut-être tuer d'abord, et c'est d'abord les sang congolais, ok, pour vous contraindre. Ils savent ce qu'ils font. Ils alimentent cette guerre dans la partie Est pour pouvoir, ok, c'est ressourcer en termes des minéraux. Ça, c'est connu. Alors, ici, je m'aimerais aussi dire au président de la République. C'est vrai aujourd'hui que la Constitution, la loi Bakachika dit que le sol et sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais il faut savoir qu'avant cette disposition, le sol congolais existait. Le sol congolais existait, a été légué, n'est-ce pas, par nos ancêtres.
le pouvoir coutumier qui existe dans ce pays, ok, a aussi un mot à dire là-dessus. Je vois que le chef de l'État, s'il me suit en ce moment, cher président de la République, moi je crois qu'il faudra aujourd'hui d'abord réunir tous les chefs coutumiers, ok, du Congo, le représentant de tous les chefs coutumiers du Congo, et leur aussi poser cette question-là. Vous êtes le premier gardien de notre terre en tant que Congolais. Vous êtes le premier gardien, ok, parce que cette terre nous a été léguée par nos ancêtres. Et vous êtes le premier gardien. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et proposez-nous d'abord des solutions. Entendre ces gens. Vous allez voir qu'à Kinshasa même ici, lorsqu'on parle des Baumbu et les Bateke, les Bankaka, c'est ça? Il y a des choses qui se passent, ils réclament réellement la terre. Vous comprenez? Même avant que cette communauté internationale, dans toute sa dimension, arrive, parce qu'il faut savoir, c'est représenté par qui? N'oubliez pas que les grandes puissances, on ne va pas citer les noms aisés. Il n'y a pas une structure qui s'appelle communauté internationale, bien sûr que oui, mais nous connaissons les têtes, ok? Qu'aujourd'hui la RDC est incapable de couper. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas d'abord... Une solution ancestrale. Vous avez vu lorsqu'on a tué Kamwina Nsapu, n'est-ce pas? Au Kassai, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça veut dire que le pouvoir ancestral là, ok, a un mot à dire dans ce pays. Lorsque vous touchez Kinshasa, vous touchez les Baoumou, vous touchez les Bateke, il y a des ponts qui se posent. Des fois même on dit que les érosions que vous voyez à Mongafou là, des fois ce sont eux qui les font parce qu'ils n'ont pas été consultés. En fait, les ignorer aussi, c'est aussi un aspect des choses. Je crois que les chefs de l'État qui me suivent maintenant peuvent d'abord convoquer, ok, ces chefs coutumiers qui sont les premiers gardiens de nos terres. Parce que jusqu'à présent, ouais, vous savez les terres qui sont encore vendues, ok, par les chefs coutumiers. Et ils n'ont jamais été arrêtés, n'est-ce pas, par rapport à ces dispositions constitutionnelles. Ça veut dire qu'on reconnaît leur pouvoir. Ils ont un mot à dire. Le chef de l'État, s'il me suit, même un de ses conseillers... Non, ne vous inquiétez pas, il y a le service de monitoring de la présidence qui suit toutes les émissions. Merci beaucoup. Je crois que je propose au chef de l'État d'abord de rassembler ses forces coutumières, ok, les représentants de forces coutumières. Nous avons toutes les 26 provinces, vous avez les territoires, vous avez les secteurs. Je crois qu'il faut rassembler réellement ces chefs coutumiers, leur parler avec cœur et qu'ils parlent aussi avec eux. Je ne parle pas des chefs coutumiers qui ont été nommés. Parce que le pouvoir ancestral, on ne le nomme pas. Oui. Vous comprenez? On ne nomme pas. Ça vient du sang. Ce sont les ancêtres qui choisissent. Alors, pas ceux-là qui ont été nommés, parce que ceux qui ont été nommés, n'est-ce pas, sous une carte politique. Oui. Alors, appelons qu'il rassemble d'abord tous ces gens-là, chefs coutumiers, leur demander cette terre nous a été léguée. Vous êtes nos premiers gardiens. Pourquoi ce malheur nous arrive? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver une solution? Ça sera, je vous dis, ça sera déjà à 50%. Ok, mais la solution totale pour la sécurité en RDC. Ok, merci. Alors, on va passer au franc congolais, notre monnaie que nous utilisons tous, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec notre monnaie. En RDC, nous utilisons plus le dollar. Nous payons nos vêtements en dollars, nous louons nos maisons en dollars, nous achetons nos véhicules en dollars. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au cours du Conseil des ministres, présidé par le président de la République lui-même par visioconférence le vendredi 6 août 2021, ce dernier, le président, a appelé à une réflexion profonde pour faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Docteur, qu'est-ce qui empêche notre monnaie de rivaliser avec celle des étrangers que nous utilisons de manière concomitante? Ok, merci. J'aimerais d'abord répondre à mes co-débatteurs qui sont ici par rapport à ma proposition sur négocier avec le rebelle. Je dirais que si la guerre qui avait commencé avec le MLC, le RCD, le MLC, KML, etc., c'était des rebelles. Alors, quand la paix a été imposée, je pense qu'il y a eu des négociations entre le gouvernement de Joseph Kabila à l'époque et ces différents rebelles. Oui, brassage de l'armée, voilà. par exemple. Et aussi. puis, par après, nous avons eu cette paix-là qui est arrivée. Certes, c'était une paix de courte durée, hein, parce que l'insécurité a continué à persister à l'est du pays, mais du moins, il y avait eu quand même une certaine paix. Pendant la période de 1+4, il n'y avait pas de guerre. Après les élections même de 2006, je pense que c'est quelques années après que nous avions eu ces insécurités persistantes au niveau de l'est du pays. Et surtout,
le constat a été fait que à chaque fois qu'il est demandé à la MONUSCO de retirer ses troupes, c'était à chaque fois qu'il y avait de nouveaux groupes armés qui s'est formés. Donc, c'est une question profonde qu'on doit se poser. Quand je dis qu'il faut négocier, c'est toujours possible de négocier parce que la négociation fait partie intégrante des différentes solutions que nous pouvons avoir pour mettre fin totalement à l'insécurité à l'est du pays. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qui empêche notre monnaie de rivaliser avec celle des étrangers, que dites-vous? Bon, ce qui empêche notre monnaie de rivaliser avec celle des étrangers, c'est par rapport, je pense, je ne suis pas économiste, malheureusement. Oui, nous sommes congolais, hein, ce sont des questions qu'on se pose. J'analyse juste. Je sais très bien que une monnaie est forte par rapport à son PIB, si je ne me trompe pas. Produit international voilà. brut. Produit intérieur brut. Intérieur brut, voilà. Voilà. C'est-à-dire ce que nous produisons. Le problème est que nous n'arrivons pas vraiment à produire. Constat fait, vous allez vous rendre compte que la plupart des entreprises privées, surtout, j'insiste, privées, des supermarchés et tout ce que vous connaissez appartiennent aux étrangers. Et toutes les devises qui transitent entre ces différentes entreprises vont à l'étranger. Combien d'entreprises, combien de supermarchés que vous connaissez qui appartiennent aux Congolais? Bon, il y a à boire et à manger parce que j'étais dans un taxi où il y avait une dame qui disait oui, mais on attaque les magasins des Indiens alors que les Indiens ne sont que des travailleurs. Ce sont nos politiques qui sont derrière, à vérifier. Bon, ça c'est encore à vérifier, mais du moins, on sait que ce sont les Indiens qui sont... Bon, nos politiques, ils reçoivent peut-être certains pourcentages pour peut-être faciliter certaines démarches administratives. C'est ce qui s'est fait d'habitude, mais ce sont des entreprises étrangères. Donc, je pense que le problème, c'est au niveau du PIB d'abord. Alors, pour que nous puissions donner à cette population le moyen de plus produire, la première des solutions, je pense qu'il serait mieux, et je l'ai toujours proposé ici, que l'on puisse instaurer et consolider un état de droit. C'est-à-dire, on doit avoir une justice qui fonctionne, on doit avoir une police qui, quand vous êtes dans une infraction, on vous arrête directement et puis vous êtes amené auprès d'un juge qui vous juge et s'il faut condamner, on vous condamne directement. Là, les gens auront un peu peur de faire certaines choses et ça permettra à ce que l'État puisse avancer. Deuxième des choses, je pense qu'il faudrait que le gouvernement de Warriors soit au deuxième mandat du président Félix, qu'on puisse oui, je l'insiste, qu'on puisse... Non, je regarde M. Salva, c'est tout. Je crois que monsieur Félix fera un deuxième mandat. Et dans son deuxième mandat, soit avant la fin de celui-ci, je pense qu'ils devront penser à nous construire de routes, des aéroports, parce que normalement même les voies de sortie, voilà, les voies de communication. Donc même l'insécurité à l'est du pays, pourquoi ça persiste? Parce que quand vous voulez par exemple envoyer du renfort, il faut utiliser peut-être la voie aérienne. Pourtant on n'en a pas beaucoup. Vous savez qu'il y a des routes, il y a des trains qui peuvent transiter dans toutes les provinces. Ça permet à ce que vous puissiez facilement envoyer des renforts. Et le problème ici, c'est que on dit souvent que nous ne produisons pas, surtout en matière d'agriculture ou de pêche, ou soit de la chasse. Moi, je dirais que c'est faux. C'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que quand vous allez à l'intérieur du pays, vous allez voir qu'il y a des mamans, il y a des papas qui font de l'agriculture, qui font de la pêche. Ils produisent énormément, mais tous ceux qui produisent là ne sont pas évacués. Ok, voilà, c'est ça, vous voyez. Alors, il nous faut des voies de communication pour permettre un peu l'évacuation de tous ces biens que nous produisons et ça permettra c'est que nous ayons un PIB un peu plus fort et ça pourrait un peu, d'une part, stabiliser notre économie. Monsieur Salva, notre économie, vous l'avez entendu, votre co-débatteur, le docteur Pierrot Longo, est extraverti. Ça veut dire il est tourné vers l'extérieur. Tout ce que nous, les devises qui sont produites ici à Kinshasa, l'argent qui est produit à Kinshasa est changé en devises et ramené à l'extérieur, ce qui cause, on va dire, la faiblesse du franc congolais. Mais est-ce la seule cause pour laquelle le franc congolais est en train de déprécier de jour en jour? Non, je pense que ce n'est pas la seule cause, mais c'est l'une des causes. C'est vraiment l'une des causes et
C'est très capital ce qu'il a dit. Donc nous devons nous concentrer d'abord sur la production locale. Le chef de l'État l'avait lancé, je crois, il y a une année passée, là-bas à Mont-Afou. Après, apparemment, le chef de l'État aussi, des fois, il commence, il touche ici, il laisse, il va là-bas, il arrive, il aboutit. Alors qu'ici, on avait aussi... Mais ça va, un gouvernement, lui, il donne le go, c'est le gouvernement de suivre Mais en fait, moi, je parle des résultats. Hein. Je ne vois pas les résultats sur le terrain alors que c'est le chef de l'État qui avait lancé. Tu vois? Donc, nous avons donné mandat à une personne, c'est le président de la République. C'est à lui de choisir les bons. Non, je ne suis pas ici pour dire à qui j'avais voté. Si j'avais voté, d'ailleurs, je suis parmi les gens qui l'aiment. Voilà pourquoi j'exige de lui plus de résultats. Meilleur, vous voyez? Donc, nous avons donné mandat à une personne. Et c'est à lui de choisir des bons ministres, des bons collaborateurs, afin de répondre aux déshydratats de la population. Alors, quand ça ne marche pas, vous n'allez pas nous envoyer chez les ministres. Seul le chef de l'État est capable de juger son ministre par rapport à la mission qu'il lui a confiée. Certains ministres, tu vois, il a fait 5 ans, il a fait 10 ans dans un même gouvernement. Vous, sur le terrain, vous ne voyez pas des résultats, mais... Rectificatif, ce n'est pas le chef de l'État, c'est le Parlement qui juge et qui sanctionne les ministres. Ce n'est pas le Parlement. Même le chef de l'État peut révoquer un ministre, je ne sais pas. Non. Donc, tu ne sais pas. Quelle disposition? Les chefs de l'État... donc, tu ne sais pas. Les chefs de l'État nomment et relèvent de leurs fonctions les ministres. À part le Premier ministre. Sauf le Premier ministre. Dans la Constitution. Donc, le Parlement peut aussi sanctionner un ministre par motion de fiances. Oui. Voyez? Mais le chef de l'État aussi peut révoquer un ministre en passant par le Premier ministre. Sauf, il ne peut pas révoquer un Premier ministre. Parce que le Premier ministre doit déposer sa démission ou doit être destitué par le Parlement à travers la motion de censure. Donc, il ne faut pas penser que le chef de l'État ne peut pas révoquer. Le chef de l'État révoque le ministre. Kabila avait révoqué un ministre qu'on avait surpris. Il y avait des vidéos qui étaient en train de se masturber dans son bureau. Il a été révoqué. Donc, il faut, je ne sais pas si vous n'avez pas cette information, je vous l'informe. Oui, on a tous cette information. Donc, voilà. Vous avez dit que c'est pas seulement le fait de l'économie, il y a autre chose. Non, c'est ça que je dis. D'abord, on commence par se concentrer sur la production locale. Nous ne produisons rien. Aussi longtemps que nous n'allons rien produire, nous allons continuer. Et pourquoi nous ne produisons rien? Parce que nous n'avons pas de dirigeants visionnaires. Donc c'est un problème d'homme toujours. On revient toujours à ça. Exactement. C'est un problème de vision. Qu'est-ce que nous voulons de ces pays? C'est un problème de vision. Il faut qu'il y ait de grandes décisions politiques. Parce que tout part de la politique. Je sais que c'est une question éminemment économique, mais tout part de la politique. C'est la politique qui impulse tout. Oui. Si aujourd'hui, on interdit que les Congolais puissent acheter avec le dollar, qu'on interdit qu'on paye les frais de maisons en dollars, qu'on interdit... Ce sont des décisions que la politique doit prendre. Mais oui, mais est-ce qu'elle a les moyens de cette politique-là d'interdire? Non, j'ai dit tantôt aussi, c'est une question de vision. Lorsqu'on a une vision, quand le chef de l'État pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour faire? Donc, j'ai compris déjà que non, même sa vision n'est pas claire. Vous voyez, le chef de l'État doit d'abord avoir une vision claire. C'est lui qui impulse. Donc, tout doit se faire. Donc, non, moi, je pense que pour stabiliser notre monnaie, pour valoriser notre monnaie, nous avons nous devons prendre telle mesure. Voilà pourquoi on les... ça nous renvoie au conseiller même du président, parce qu'il a un conseiller en matière économique. Le chef de l'État est entouré, donc il a toutes les compétences avec lui. Voilà pourquoi nous donc avant de s'adresser au gouvernement, il aurait dû, à son niveau, comme vous le dites, avoir déjà des solutions à proposer au gouvernement. L'État congolais a mis à la disposition des autorités tous les moyens qu'il faut. Moi, je me demande pourquoi même ils ont besoin qu'on les applaudisse. Pourquoi on a besoin qu'on continue à les défendre même s'il ne faut rien? Parce que nous leur avons donné tout. Le chef de l'État a tous les moyens pour s'entourer des experts, pour s'entourer des gens capables de lui donner des... Parce que je sais que lui, il n'est pas dit, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout, il n'a pas fait toutes les études. Vous voyez? Mais lorsqu'il n'arrive pas, on peut facilement dire que non, il y a un problème de vision. Alors lorsqu'on n'a pas de vision pour ces pays,
même vous pouvez avoir 100 mandats, vous pouvez avoir autant de mandats que lorsque vous souhaitez le deuxième mandat. C'est bien beau, mais pour quel résultat? Nous, ce que nous voulons, c'est les résultats sur le terrain. Nous n'avons pas besoin de mandats. Le président ne peut pas avoir encore un mandat, mais s'il n'y a pas de vision, le chef de l'État se comporte comme c'est tout le monde. Il se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Non, le chef de l'État doit, déjà après avoir consulté son bureau d'études, il doit maintenant nous amener des grandes mesures. Et après, nous allons accompagner. Mais là, c'est déjà flou, donc c'est compliqué. Mais Dachipadi, nous concluons cette émission avec vous. Votre solution pour que le franc congolais soit une monnaie forte. Nous avons vos co-débatteurs. Chacun a donné la sienne. Quelle est la vôtre? Merci beaucoup. Peut-être c'est sur base de ça que vous serez nommé ministre. Hein? Je dis merci beaucoup pour l'intention. On ne peut pas commencer à parler de franc congolais sans pour autant se poser la question qui est plutôt l'autorité monétaire. Oui. Ok. Donc j'entends ici les chefs de l'État, les chefs de l'État, mais qui est l'autorité monétaire? Je crois qu'en général, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est le chef de l'État qui nomme les animateurs. Oui, laissez-le parler. C'est toujours lui. Laissez-le parler, c'est son mot de la fin. Vous avez dit dernièrement que vous êtes politologue. Oui, je le suis. Voilà pourquoi je dis en tant que technicien de pouvoir, vous connaissez comment est-ce que se passe l'administration publique. Nous sommes dans un système, n'est-ce pas, semi-présidentiel, où le pouvoir est partagé. Ok? C'est-à-dire que le chef de l'État a sa responsabilité, le Premier ministre, le gouvernement a sa responsabilité, et tout le monde a sa responsabilité selon le pouvoir. Nous avons 3 degrés de pouvoir, exécutif, législatif, ok? Et tout ce que vous connaissez. Mais là, cette question est exécutive. Le chef de l'État laissez s'il vous plaît. Le chef de l'État, c'est la clé de voûte. Laissez-le s'il vous plaît, monsieur Salva. N'est-ce pas? Dans le pouvoir exécutif, vous avez des institutions. Ok? Et ici, l'autorité monétaire, ce n'est que la Banque centrale. La présidence comme institution de la République peut avoir le pouvoir d'influencer. Ok? Aussi proposer. Mais ici, laissez-moi. C'est lui qui détermine. Allez-y, revoir. S'il vous plaît, monsieur Salva, laissez-le parler. C'est lui qui détermine la politique monétaire. Ce n'est pas une autre institution, ce n'est que la banque centrale, sous l'impulsion, voire même du chef de l'État. Non, par rapport aux visions, par rapport à la vision du chef de l'État. S'il vous plaît, vous le perdez. La banque centrale, travaille tout dans la vision du chef de l'État. Mais cette banque-là ne dépend pas automatiquement du chef de l'État. Cette banque, en tant qu'une institution, c'est elle qui doit mener cette politique monétaire. Comment le faire? Je vois aujourd'hui que le Fonds congolais connaît un problème, tout à fait un problème. Aujourd'hui, c'est depuis des années avec tous les présidents. C'est quoi le problème? Vous avez cette dépréciation par rapport à la monnaie concurrente qui est le dollar. Non seulement le dollar, il faut aussi parler de l'euro et même le franc CFA. Vous avez déjà ces monnaies-là aujourd'hui qui sont concurrentes par rapport au franc congolais. Maintenant, c'est quoi le problème? Lorsque vous allez sur le terrain, vous allez trouver que pour acheter par exemple $1, il faut débourser 2300. Non, pour acheter le dollar, il faut plus de 2300. On le change à 2000, mais... Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Alors que l'autorité monétaire a ce pouvoir dans ses objectifs. Il y a entre autres le pouvoir, le taux d'échange, il y a le taux d'intérêt par rapport aux banques commerciales, il y a aussi la stabilité des prix. Ça veut dire que nous tombons déjà dans le pouvoir d'achat avec le franc congolais. Lorsque le franc congolais n'a plus ce pouvoir d'achat-là, ça fait tout à fait un problème. Je crois que ça, c'est un problème très profond qui ne nécessite pas qu'on parle dans 5 minutes. Pourquoi? Parce que dans ce problème de dépréciation, vous avez par exemple les banques commerciales qui ne font pas leur travail comme il le faut. Okay? Vous avez un problème de devises, de la réserve des devises. Aujourd'hui, vous avez des banques commerciales avec le taux directeur, le taux directeur dicté par la Banque centrale, qui est autre que celui qui est sur le marché. Sur le terrain. Vous allez chez une autre banque commerciale qui vous donne des points qui vous donne des moyens, par exemple, le taux directeur, par exemple, c'est $5, et c'est 5%. Lorsque vous y allez, on vous dit c'est 3%, mais d'une manière dégressive plutôt. Et par contre, il faut dire aussi que les fonctionnaires sont payés avec le taux de la banque, alors que sur le terrain, ils changent ça à un taux supérieur. C'est un tout. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faudra régler ce problème, il faudra que la Banque centrale, qui est d'abord l'autorité monétaire, nous propose une politique monétaire efficace, qui va s'établir sur le taux d'échange, pour, n'est-ce pas, équilibrer l'inflation. Alors cette question, on va conclure que cette question n'aurait pas dû être posée
au ministre, mais plutôt on aurait dû la poser à la directrice de la Banque centrale. Non, non. Également, si on a posé cette question au ministre, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez des ministères qui doivent nécessairement dans cette question coopérer avec la Banque centrale. Vous avez le ministère de l'économie et vous avez aussi le budget. Parce qu'à ce qui concerne la production locale, le PIB, ici c'est le ministère de l'économie qui fait quoi? Qui est le tutelle. Donc ça veut dire qu'il doit être là pour la discipline budgétaire. Il faudrait que le ministre du budget soit là. Mais ce n'est pas aussi mauvais lorsque le président demande au gouvernement, sachant qu'il y a plusieurs institutions là-dedans qui travaillent là-dessus. Vous avez des régies financières. Ok? Et il y a aussi un problème de décollage des recettes. Non seulement ça. Donc ça veut dire, si on peut aujourd'hui commencer avec la première option, je crois qu'il faudra d'abord commencer par dédollariser le marché. Que toutes les transactions, n'est-ce pas, se passent en francs congolais. Aujourd'hui, pourquoi même les députés sont payés en dollars américains? Pourquoi même les loyers sont payés en dollars? Tout est fixé en dollars. Voire même le budget. Même le budget de la nation, tout est fixé en dollars. Cette dollarisation, c'est aussi un problème très criant, qui fait à ce que le dollar puisse se déprécier facilement sur le marché. Je crois que c'est une question très profonde on n'a pas suffisamment le temps pour en parler. Il y a des questions malheureusement, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais aider, éclairer un peu la religion du docteur par rapport à la question qu'il avait soulevée avec toute ignorance que le président de la République ne peut pas révoquer un ministre. C'est l'article 78 de la Constitution. Vérifié, hein? Dernier alinéa. Donc je l'avais déjà dit, mais j'appuie avec un soubassement. Parce que lui n'a pas de soubassement, lui dit des choses car 70% et tout. Donc, soyez élégant, s'il vous plaît. Oui, c'est sûr, élégant. Je crois que vous n'avez pas peut-être bien lu l'article 178. Le président agit sur base de quel document? L'ordonnance. Docteur, voilà. Docteur. La République signe une ordonnance provoquant un ministre. J'ai bien précisé qu'il passe par le Premier ministre. C'est passé, n'est-ce pas? Ce n'est plus passé. Je voulais revenir. J'allais revenir là-dessus. Exact. Passé, ça ne veut pas dire que vous en avez le pouvoir. Vous influencez. Écoutez, vous influencez la décision. Qu'est-ce que tu connais du pouvoir? Vous piétinez sur le temps du journal, malheureusement. Merci beaucoup. C'est la notion du pouvoir. C'est lui qui nomme est capable de révoquer. Nous sommes dans rapidement, docteur. Vous avez parlé, laissez au docteur. Docteur. Le président de la République. Un ministre n'est pas devant le président de la République. Non, c'est devant le même le Premier ministre est redevable devant le président de la République. Qu'est-ce que tu racontes? Merci. Le ministre est redevable devant le président de la République. Merci. On va continuer ça dans le groupe WhatsApp, les invités de Lila Chilombo. On continuera cette discussion dans le groupe WhatsApp, malheureusement. Merci, Médarchi Padi, porte-parole de Congo Positif. Merci, Dr Pierrot Longo, analyste politique, et le politologue Salva Mbele. Merci à vous d'être venus. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous encourager, de nous suivre. Et vous allez revoir cette émission à 21h30 en rediffusion. Demain, c'est Merveille Bailenge qui va vous présenter la même émission. Au revoir.